Le Captain America de Chris Evans fut l'un des piliers de l'univers cinématographique Marvel pendant 8 ans et 7 films. Et depuis sa sortie par la grande porte en 2019 dans Avengers Endgame, c'est à Anthony Mackie qu'a incombé la lourde tâche de porter cet héritage. Un héritage dont le public a eu un premier aperçu dans la série Falcon et le Soldat de l'hiver, et qui se cristallisera au cinéma le mois prochain avec Captain America Brave New World, quatrième opus dont la production compliquée à base de réécriture de dernière minute n'augure pas forcément le meilleur. Mais est-ce que vous saviez que bien avant le MCU, le personnage avait eu droit à d'autres adaptations de qualité douteuse à la télé et au cinéma? Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui on va parler du Captain America de 1990. Salut ma gueule, c'est John Michael, prêt à t'aider à démarrer tes nouvelles résolutions. Et devine quoi, cette année, on va maîtriser une nouvelle langue grâce à Rosetta Stone. Ouais, rien que ça. Imagine un peu, en 2024, tu commandes des sushis en japonais, un café à Rome en italien, ou tu te débrouilles comme un pro dans les rues de Madrid. Avec Rosetta Stone, pas besoin de cours ennuyeux ou de listes de vocabulaire interminables. Leur méthode d'immersion dynamique à base de mots et d'images te plonge dans la langue pour un apprentissage intuitif. Effet garanti. Moi, mes résolutions cette année, apprendre le français, parce qu'on a marre de cette traduction simultanée. Mais surtout, je veux enfin parler comme un natif grâce à la reconnaissance vocale. Cet outil, c'est comme le super sérum pour ta prononciation. Il te pousse à devenir meilleur, jusqu'à devenir le meilleur. Where is the pen of my aunt? The pen of my aunt is on the table. Ouais, bah Red Skull aurait bien besoin d'un outil comme ça, c'est moi qui te le dis. Il veut des lunettes rouges. Il veut des lunettes rouges. Et toi ma gueule, c'est quoi ta résolution? Apprendre une langue pour voyager, découvrir une nouvelle culture, impressionner tes collègues, draguer à l'international? Peu importe ton objectif, Rosetta Stone est là pour t'accompagner. Et parce qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant, profite de 60% de réduction sur l'abonnement Lifetime 25 langues jusqu'au 31 janvier avec mon lien exclusif en description. Une résolution pour toute la vie. C'est en 1984 que Canon Films acquiert les droits de Captain America après une tentative d'adaptation infructueuse de la part d'Universal. Adaptation qui aurait apparemment vu Jeff Bridges dans le rôle titre et Peter Fonda en Crâne Rouge. Et comme chez Canon on est du genre gourmand, le deal comprenait également les droits d'adaptation de Spider-Man, personnage le plus populaire du catalogue de la Maison des Idées. Le projet n'atteindra jamais le stade de la production, mais le réalisateur Toby Hooper a travaillé dessus pendant un moment avant de finalement jeter l'éponge. Et pour info, l'idée ressemblait plus à une variante arachnide de La Mouche de Cronenberg qu'à un film de super-héros. C'est complètement perché, mais j'avoue que j'aurais adoré voir ça. Bref, revenons-en au Captain. En 1984, Captain America n'en est pas à sa première adaptation en live action. 40 ans plus tôt, en pleine Seconde Guerre mondiale, le Captain est le héros d'un serial en noir et blanc où il se voit incarné par Dick Purcell. Une adaptation qui met d'ailleurs pas la fidélité au premier plan puisque le Captain n'utilise pas son bouclier mais un vulgaire flingue et, comble de l'ironie, ne combat pas des nazis. Alors que s'il y avait bien un moment pour combattre des nazis, en 79, la chaîne CBS produit 2 téléfilms qui vont pas rester dans les annales, même si le second a quand même le prestige d'avoir Christopher Lee dans le rôle du méchant. À cette époque, CBS était à fond dans les super-héros Marvel, avec des séries comme Spider-Man et l'incroyable Hulk. En 78, elle avait aussi tenté le coup avec Doctor Strange, mais le résultat n'ayant pas été à la hauteur des attentes, le public dut se contenter d'un simple téléfilm. Et c'est la même chose qui se passait du côté de Captain America, puisque face à la qualité somme toute relative des 2 métrages, la chaîne mit le projet de série télé au placard. Ce qui nous amène donc en 1984, quand les droits du personnage atterrissent dans les bureaux de la Canon. C'est donc pour la modique somme de 225 000 $ que Menahem Golan et Yoram Globus, les tauliers de la Canon, récupèrent les droits de Spidey et Captain. L'époque lointaine où les personnages Marvel valaient pas un rond. Et ils sont bien décidés à ne pas perdre une minute en annonçant en grande pompe la mise en chantier du film. On apprend ainsi que le script sera rédigé par un certain James R. Silk, un habitué du studio qui avait auparavant écrit Revenge of the Ninja et sa suite Ninja 3. Ouais, James, il est très branché ninja. En 85, Canon annonce que le réalisateur Michael Winner, qui avait fait du bruit en 74 avec Un justicier dans la ville, serait à la barre du projet pour un tournage en janvier 86. Sauf que ça se complique en coulisses. Winner n'appréciant pas spécialement le script de Silk, même idée ninja partout ce con, il décide donc de repartir de zéro en écrivant sa propre version avec le scénariste britannique Stan Hay, qui s'était fait sa petite réputation en bossant sur quelques séries télé. Mais cette fois, c'est du côté de Marvel que ça va coincer. Le président de la Maison des Idées, Jim Galton, faisant subtilement part d'une certaine réserve dans une lettre destinée à Menahem Golan. Morceau choisi. J'ai trouvé le script absolument affreux, tellement alambiqué que j'ai eu du mal à le suivre. Totalement invraisemblable. En d'autres termes, il a pas aimé quoi. Suite à quoi, 2 scénaristes débarquent pour aider le réalisateur à débloquer la situation. Lawrence Block, auteur de romans policiers, et Stan Lee lui-même. Sauf qu'en 86, une sombre histoire de paiement non honoré envers Marvel fait perdre à Canon les droits du personnage, ce qui ralentit à nouveau le projet, qui ne refera surface qu'en 87, avec cette fois-ci John Stockwell à la mise en scène et Stephen Tolkien à l'écriture. 2 fidèles de Canon, Stockwell ayant réalisé le film d'action Undercover et Tolkien ayant rédigé une version de Masters of the Universe. Cette fois c'était la bonne, vous allez me dire. Eh ben non. Toujours pas. Si le tournage était prévu pour juin 87, un léger problème de finances va venir freiner tout ça. Parce que chez la Canon, on aimait beaucoup dépenser le pognon. Sauf que les films rapportaient pas tant que ça. Pas besoin d'être un génie en économie pour arriver à la conclusion suivante, ça pue du cul pour la Canon. En 1987, la dette de la Canon est ainsi estimée à pas moins de 600 millions de $. Ah oui,
Ça fait beaucoup. Après 2 ans de galère, la Canon passe sous le contrôle de Pathé et Golan prend quant à lui les rênes de 21st Century Film Corporation, où il débarque avec le script de Stephen Tolkien sous le bras, car le bonhomme a bien l'intention de relancer la production de Captain America. Parce que Golan, il lâche pas l'affaire comme ça. Il est têtu. C'est le réalisateur Albert Pyun, autre habitué de la Canon qui avait déjà failli mettre en scène leur version de Spider-Man, qui se trouve alors attaché au projet. Et la prod est donc enfin lancée. Pour le rôle principal, Schwarzenegger et Dolph Lundgren sont envisagés, mais l'accent du premier le met hors course. Quant au second, il est déjà occupé par le tournage de Punisher, autre personnage de l'écurie Marvel. C'est Matt Salinger qui hérite ainsi du rôle de Steve Rogers. Et si Pyun aimerait marquer la transformation physique de Steve Rogers en confiant le rôle du Captain à Howie Long, l'idée est refusée par Marvel. Matt Salinger incarnera donc le personnage du début à la fin du film. Un film qui s'apprête donc enfin à partir en tournage en 1989, année où le Batman de Burton cartonne au cinéma. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais alors que tout semble enfin lancé sous les meilleurs auspices, 21st Century perd une grande partie du financement. Le budget est donc subitement revu à la baisse, et avec lui, les ambitions. Forcément. Beaucoup de scènes d'action sont coupées, le réalisateur décidant de se focaliser sur Steve Rogers plutôt que sur son alter ego super-héroïque, et le tournage, censé se dérouler en grande partie en Italie, aura finalement lieu en Yougoslavie. Et à l'arrivée, les financiers sont déçus du résultat, qu'ils jugent loin de leurs attentes. Mais vous vous rendez compte que c'est un peu à cause de vous quand même, ou vous êtes vraiment dans une putain de bulle? Résultat, le film ne profitera pas d'une sortie en salle aux États-Unis telle qu'initialement prévue, mais sera distribué directement en vidéo par la Columbia dans une version remontée par le studio. Et naturellement, la critique n'est pas tendre avec le métrage, qui aura droit au traitement réservé aux prods fauchés et mal fichus. Mais étonnamment, en 2011, le réalisateur se vit offrir la possibilité de ressortir sa propre version en DVD. 2011, mais pourquoi cette année-là? On se le demande. Enfin bref, maintenant qu'on sait à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur sa production bordélique, intéressons-nous au film lui-même. Notre histoire commence à Porto Venere, Italie, 1936. et non pas à Yellowstone au Canada en 1993. Bon par contre, qu'est-ce qu'on fout en Italie? Qui est ce jeune homme? Et pourquoi tout le monde a l'air si joyeux? Bah, ce petit air au piano met du baume au cœur en tout cas. Mais cette petite ambiance festive se trouve bien vite gâchée par les troupes fascistes. Ouais voilà, fuck you! On apprend alors que les méchants sont là pour enlever le gamin, qui serait apparemment doté d'une intelligence prodigieuse. Mais qui est donc ce gamin? Les scénaristes vont-ils commettre l'irréparable en réécrivant l'origin story du super-héros et faire de Captain America un Italien? Du coup, ce serait pas Steve Rogers, mais Stefano Rogese. Mais avant d'emmener le gamin, les troupes prennent bien soin de trucider toute sa famille histoire de bien montrer qu'elles sont pas du genre à faire dans la dentelle. Non, c'est pas trop le genre des fascistes. Le jeune homme est ensuite conduit à la Forteresse de Lorenzo. où une confrérie de méchants se réunit dans le noir pour la soirée ciné hebdomadaire. Et ce soir, c'est ratatouille. Ils ont pas l'air comme ça, mais ils s'éclatent. Juste après ça, ils jettent un œil à leur rat de laboratoire qui a subi une transformation suite à un procédé expérimental secret. Ah ouais, t'es mal à taille du rat? C'est alors que la scientifique à l'origine du projet débarque, rapidement suivie du pauvre gamin qui passe pas la meilleure nuit de sa vie. En voyant ça, la scientifique fait le regard du « Oh là là, mais non, tout ça c'est très mal. Moi qui croyais que les fascistes étaient de bonnes personnes, on dirait bien que je m'ai trompé. » En gros, le gamin est alors installé sur une chaise, et on comprend vite qu'ils vont appliquer le même procédé expérimental subi par le rat, pour ainsi faire de lui un homme 2 fois plus fort et 2 fois plus intelligent. Et 20 fois plus moche. Ça c'est le petit effet secondaire pas top. Révoltée, la scientifique va agir telle une héroïne en sauvant le gamin, en s'enfuyant courageusement. Décevant. Ce pendant que le petit Italien pousse un hurlement mêlant douleur et terreur alors qu'il subit de terribles expérimentations. Bah j'espère qu'elle va s'en remettre la pauvre. 7 ans plus tard, à la Maison Blanche, on apprend que la scientifique, le docteur Vaselli, est parvenue à quitter l'Italie avec sa formule permettant de transformer n'importe quel gringalet en super soldat. Hitler dispose déjà d'un tel super guerrier, un enfant italien qu'on appelle le crâne rouge. Et du coup, forcément, l'Amérique veut aussi son propre régiment de super soldats. Et le premier volontaire n'est bien évidemment nul autre que Steve Rogers. Et sa pauvre mère a un petit peu de mal à fêter son départ, étant donné qu'elle a déjà perdu son mari à la guerre. À toi d'être aussi solide et brave qu'il aura été. Seulement tu devrais être un peu plus prudent. Oui, histoire d'éviter de mourir. Et alors que tous ses proches se réunissent pour prendre une photo avant son grand départ, Steve se rend compte que sa meuf, Joséphine, est introuvable. Qu'y a-t-il? Je suis désolée, c'est parce que... C'est juste que je t'aime, c'est tout. Réduis un petit peu la voilure sur le mélodrame, Joséphine. N'en fais pas trop, s'il te plaît. Steve, je t'aimerai. Toujours, et toujours, et toujours. Reviens-moi vite, Steve. Parfait, Joséphine. Parfait. Bon, pour le plan d'ensemble, vous restez bien tous à votre place, hein. Je veux pas vous voir bouger, vous faites juste des grands signes. Prêt? Action! Eh Joséphine, c'est pas les larmes que tu me fais monter là, c'est la tension, hein. Sur ce, Steve s'en va avec la courageuse Dr Vaselli qui l'emmène dans un labo secret situé sous un diner. Labo où Steve va donc recevoir son shot de super sérum. Il n'est peut-être pas Superman, mais il sera le vivant symbole des valeurs de la nation américaine. Et donc, l'injection commence. Attendez, il se serait pas gouré de chaise, c'est con. Mais heureusement, Steve ne décède pas. Tous les signaux sont stables. Ah ouais, il a l'air en
pleine forme. Mes félicitations. Mais félicitations de quoi? De pas avoir tué le cobaye? On sait même pas si ça a fait effet votre bordel. Mes félicitations. Putain, il m'a fait peur le con. Heureusement, Steve intervient et met rapidement le nazi hors d'état de nuire en le balançant sur un générateur. Et il s'avère que le nazi conduit super bien l'électricité. C'est bon à savoir si vous en avez un et que vous savez pas quoi en faire. S'ensuit une petite séquence d'émotion entre Steve et Vasily. N'abandonnez jamais. Jamais, docteur Vasily. Et comme Steve aussi s'est pris 2 balles dans le buffet, il perd connaissance et est emmené à l'hôpital, où le colonel insiste pour qu'il soit rapidement remis sur pied parce que c'est pas le moment de pioncer. Y a du boulot. Les nazis vont expérimenter une fusée capable d'atteindre des cibles situées aux États-Unis dans les 5 jours qui viennent. Mais fort heureusement, Steve se réveille et fait vite comprendre au colonel qu'il a pas l'intention de gaspiller ses congés maladie. Pouvez-vous préciser où ça trouve ce site? Quelques jours plus tard, alors que Steve s'apprête à se faire parachuter sur le fameux site nazi où il va risquer la mort à chaque instant et où la moindre erreur pourrait coûter la vie à des millions d'innocents, il fait part de ses réticences au colonel. J'aurais préféré subir un plus long entraînement. J'aurais eu besoin d'1 mois. Pas de soucis. Pas de soucis, mais non, pas de faire foutre. Et quand Steve demande quand est-ce qu'il sera épaulé par d'autres super soldats, le colonel en remet une couche. Le docteur Vasily avait tous les détails de son procédé en tête. Ah, et rien de noté. Je regrette, voyez-vous, vous serez le seul avec un tel pouvoir, le programme est terminé. C'est la démerde, mon gars, t'as cru quoi? Un vrai héros américain, ça naît et ça meurt tout seul. Rassuré par ces belles paroles d'encouragement, Steve se lance à l'assaut des nazis. Ouais, le capitaine est socialiste. Une fois sur la terre ferme, il dévoile son magnifique costume, dont le casque avec les petites ailes ridicules qui risquent pas d'intimider les ennemis mais plutôt de les faire mourir de rire. Et comme c'est un as de la discrétion, il accomplit l'exploit de se faire capter en moins de 5 secondes. Heureusement, son super bouclier boomerang le sort de cette terrible situation, mais le mal est fait. L'Américain vient d'arriver. Comment il a deviné qu'il était américain, je comprends pas. Pas marqué dessus pourtant. Attaqué de tous les côtés, le capitaine parvient à se frayer un chemin entre les balles grâce à son super bouclier boomerang avec lequel rien n'est impossible, même faire exploser des barils d'essence. Et une fois à l'intérieur de la base, il fait face à son alter ego moche, le Crâne Rouge. Waouh, alors par contre tu vas rapidement dégager tes sales pattes de ce magnifique bouclier en plastique véritable. Ouh, alors là ça va être un bain de sang. Parfait. Un Américain au moment où j'ai besoin d'aide pour perfectionner mon anglais. T'avais pas plus long encore comme punchline? Mais le Crâne Rouge a beau être moche, il est entraîné. Résultat, le capitaine s'en prend plein la tronche. Where is the pen of my aunt? The pen of my aunt is on the table. Bon du coup, c'est un échec pour le capitaine qui se fait carrément ficeler au missile nazi pointé tout droit sur la Maison Blanche. Pensez-vous que je puisse un jour devenir président des États-Unis? Bah ça me désole, mais franchement, ouais, t'as toutes tes chances. Et alors que le missile est sur le point de décoller, le capitaine tente sa dernière carte. Attendez, écoutez-moi. Et étonnamment, ça marche. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, pauvre cloche. Pauvre cloche? Non mais ça va pas du tout là les punchlines. Fermement tenu par le capitaine, Crâne Rouge ne se laisse pas pour autant gagner par le désespoir. Ce qu'il est en train de se dire dans sa tête, je vais m'en sortir, j'y mets ma main à couper. Et il passe donc rapidement de la théorie à la pratique en procédant à l'ablation de sa main gauche. Idée comme ça en passant, ça aurait pas été plus malin de couper la main de capitaine? Après quoi, le missile emmène le capitaine faire un petit coucou à la Maison Blanche. Et pendant ce temps, à Washington, le jeune Bobby, véritable patriote américain, brave les interdits pour aller photographier la Maison Blanche. Ah bah, t'as bien choisi ta soirée, Bobby. Et alors que le jeune Bobby est sur le point d'assister au plus beau festival pyrotechnique de toute sa vie, le capitaine parvient à dévier le missile à grands coups de pied, sauvant Bobby et la Maison Blanche dans la foulée. Et quelques heures plus tard, le missile atterrit en Alaska. Le capitaine a sauvé le monde, mais il est laissé pour mort. De son côté, le jeune Bobby appelle son copain Jean-Bernard pour lui raconter sa folle histoire et tenter de découvrir qui était donc le mystérieux homme fusée. Genre, il a réussi à prendre ça en photo. Suite à ça, l'eau coule sous les ponts, des années 40 aux années 90. Et le jeune Bobby finit par réaliser son rêve en devenant le nouveau président des États-Unis. Un président des États-Unis écolo en plus. Il y a que dans Marvel qu'on peut voir un truc pareil. Bref, le président Bobby s'apprête donc à partir à Rome pour un sommet où il tentera de faire passer une mesure visant à limiter la pollution, parce que la pollution, c'est pas bien. Ça c'est une sacrée découverte, mon cher Bobby. Le problème, c'est que son projet de loi ne semble pas au goût du général, qui s'avère un chouïa défaitiste. Vous ne pouvez nous obliger de réduire nos émissions polluantes de 90% en 6 mois. Mais le président Bobby ne se laisse pas démonter. Alors habituez-vous aux économies. Et pendant ce temps, en Italie, le méchant Crâne Rouge nous fait un petit résumé des épisodes précédents depuis son repère de méchants rempli de méchants. Après la guerre, moi qui avais été Crâne Rouge, je n'étais plus qu'un fugitif. Vous messieurs, vous m'avez alors soutenu et aidé. Aujourd'hui, que puis-je faire pour vous? Parmi les méchants, cette sale petite fouine de général qui tire la sonnette d'alarme. Selon lui, si le programme écolo du président est validé, les terribles machinations concoctées par Crâne Rouge depuis 30 ans partiront directement aux oubliettes. Et si vite que vous en resterez tous pantois. Tout ce que je veux savoir,
C'est quand nous allons abattre ce fou furieux. Ouais, le général il va droit au but. Sauf que Crâne Rouge, il est plus malin que ça. Buter le président et en faire un martyr, que nenni, il va plutôt faire en sorte de l'avoir sous son emprise. Et pendant ce temps, en Alaska, des scientifiques allemands découvrent Captain America. Oula, bah j'espère qu'il aura pas un mauvais réflexe au réveil, hein. C'est un peu bizarre d'être ici avec cette chose, mais... Cette chose. Et puis soudain... Ni une ni deux, le super-héros s'enfuit dans la neige, mais un des scientifiques a quand même le temps de le prendre en photo. Bon, ce sera pas le cliché de l'année, on apercevra à peine sa silhouette de dos, mais c'est déjà ça. Corps d'un homme découvert... Non mais à aucun moment il a pris ça en photo. Le président Bobby fait alors vite le lien entre cette photo et celle qu'il avait prise quand il était gosse, et appelle immédiatement son vieux copain Jean-Bernard pour lui annoncer la nouvelle. Une nouvelle qui arrive également aux oreilles de Crâne Rouge, qui décide d'envoyer sa fille Patricia se charger du Capitaine. Quant à ce dernier, bah, il est complètement paumé au milieu du Canada. J'ignore où je me trouve. Il a quand même l'air con avec sa dégaine, le pauvre. Bien vite, Patricia lui tombe dessus avec 2 acolytes et une poursuite à moto s'engage. Mais fort heureusement, le Capitaine peut toujours compter sur son bouclier et sur l'apparition fortuite de Jean-Bernard qui le tire de ce mauvais pas. Qui vous tirait dessus? Des nazis. Jean-Bernard fait alors de son mieux pour expliquer au Capitaine que, disons, quelques années ont passé, mais il a du mal à gober tout ça, le bougre. Et il finit par se sentir mal. Vous ne vous sentez pas bien, non? Ouais. Ah mais revenez! Vous allez pas me laisser tout seul ici! Ah ouais, Captain Crevard le gars. S'ensuit un montage kitsch avec option fond musical ringard où l'on voit le Capitaine enchaîner les galères pour rejoindre son ancienne maison. Là, il tombe sur une jeune femme qui a pas hyper envie de discuter. Alors je veux pas t'emmerder, mais si ça te met à terre, ça risque d'être compliqué d'aller péter la gueule à Crâne Rouge mon gars. Et là, c'est le choc, car qui c'est qui sort de l'ancienne maison de Steve? Joséphine. Et son mari. Oui bah elle a le droit hein. Jack est un type bien. C'est un bon père. Ça va, il a l'air de bien le prendre. Et pendant ce temps, dans le repère du méchant, la fille de Crâne Rouge lui révèle qu'elle est parvenue à identifier Jean-Bernard et qu'elle l'a donc placé sous écoute, car il est selon elle le moyen le plus efficace de localiser le Capitaine. Mais Crâne Rouge semble la voir un peu mauvaise que Patricia ait échoué dans sa mission. Il était Un petit navire. à toi, et tu l'as laissé s'échapper. Jean-Bernard finit quant à lui par tomber sur de vieux dossiers portant sur le projet Captain America et déniche carrément son ancienne adresse. Du coup, il appelle le président Bobby pour lui annoncer la nouvelle, sans savoir que toute sa conversation est écoutée par Patricia, qui fait immédiatement décoller son jet avec sa team de tueurs tout droit sortis d'un soap-opéra à la con des années 80. Au même moment, Steve découvre le monde moderne des années 90, et notamment l'incroyable technologie ultra high-tech des VHS. Quand soudain, on frappe à la porte. Oh mon dieu! Heureusement, ce n'est que Jean-Bernard. Mais il a à peine le temps de se présenter que... Oh mon dieu! Et... Ah! Bien fait! Débarque ensuite Patricia, qui, bien décidée à rendre son papa fier d'elle, procède à un interrogatoire musclé sur Joséphine pour retrouver Captain. Mais Captain n'est pas là. Et il est occupé en plus. Ça y est, le mec a découvert la télé. On l'a perdu pour toujours. Il finit heureusement par revenir à lui et décide de partir à la recherche du journal perdu du docteur Vaseli, qui est selon lui la clé pour faire la lumière sur la véritable identité de Crâne Rouge. Et soudain, le téléphone sonne et les nouvelles sont pas super top délire. Sharon fonce donc sur les lieux du drame et retrouve son père, avec qui elle échange pour la toute dernière fois. Elle ne leur a rien dit. Même quand. Ne vous inquiétez pas, madame, blessure superficielle. Ouais, t'inquiète, il en fait des caisses, mais c'est juste une grosse drama queen en fait. Pour ce qui est de Joséphine, par contre, c'est le coup dur, la pauvre étant malheureusement atteinte de décès, comme dirait Dwayne Johnson. Là-dessus, Sharon et le Capitaine vont au chevet du père et apprennent via un flash spécial que le président Bobby a été enlevé par des terroristes non identifiés. Et pour Steve, une chose est sûre, cet enlèvement et l'attaque des parents de Sharon ont été commandités par la même personne. Il décide donc de partir dans l'ancien labo secret situé sous le diner, en espérant y trouver le journal de Vaseli. Grâce à vous, j'aurai la chance de redresser un grand tort. Un grand tort? Mais pas de temps à perdre, parce que les méchants sont déjà en train d'investir les lieux. Heureusement, dès l'ouverture du premier tiroir, Steve tombe sur le journal. Patricia et ses sbires débarquent alors dans le vieux labo, mais Steve et Sharon peuvent compter sur leur talent inné pour le camouflage. De vrais caméléons. Et alors qu'ils pensaient pouvoir quitter les lieux sans encombre, il s'avère qu'ils ont été trop vite gagnés par l'optimisme, car c'est tout un régiment qui les attendait derrière la porte. Résultat, Sharon se fait confisquer le journal. Mais Steve parvient cependant à se confectionner un bouclier de fortune pour pouvoir péter des gueules. Non mais il est vraiment tout pété ce Capitaine, hein. Genre sans bouclier il est perdu le gars. Je sais pas, utilise tes poings merde. Ou tes pieds, oui si tu veux. C'est fini pour toi le grand clown. Ouais, le grand clown contre la pauvre cloche, ça a failli être le titre du film. S'ensuit un combat au corps à corps où le méchant fait de son mieux pour impressionner son monde, sauf qu'on est dans le noir complet. Du coup on capte pas le quart de ce qui se passe. Mais toujours est-il que le gentil gagne.
Les deux héros repartent donc sains et saufs avec le journal de Vasily. Ils reprennent la route, et Sharon lit alors à Steve l'origin story de Crâne Rouge. Il ne leur reste donc plus qu'à partir dans la ville italienne où Crâne Rouge a grandi pour enfin découvrir son nom. Une fois arrivés en Italie, ils prennent la route direction Porto Venere, mais Captain fait alors le coup du... Tu peux t'arrêter une minute, je me sens pas bien. Et bien évidemment... Qu'est-ce que tu fais? Toujours les mêmes combines par contre, va falloir penser à se renouveler un peu. Je ne peux pas te mettre en danger, Sharon, c'est le moins que je puisse faire, Bernie. De son côté, le président Bobby tient le coup comme il peut, enfermé dans le repère de Crâne Rouge. Mais comme c'est un petit malin, il parvient à subtiliser une bouteille d'acide pour faire fondre la serrure de sa cellule. Président Bobby, vous ne manquez pas de cran. Steve arrive quant à lui à destination, mais les lieux semblent malheureusement condamnés. Cosa volete? Vous parlez français? En voilà un qui aurait dû prendre un abonnement chez Rosetta Stone. Mais heureusement, Sharon débarque pour débloquer la situation. Par chance, les occupants ont en leur possession quelques objets ayant appartenu à Crâne Rouge et sa famille. Parmi ces objets, un enregistreur que Steve et Sharon s'empressent d'aller faire réparer. Oh, excellent! Un petit reportage de l'enlèvement de Crâne Rouge et du massacre de sa famille. C'est hyper feel good, dis donc. Vous pouvez nous le refaire passer? Cap, espèce de gros sadique! Sharon utilise alors son propre enregistreur portatif ultra moderne pour récupérer la piste audio et pouvoir l'écouter avant d'aller dormir. Ils vont ensuite discuter de tout ça en terrasse quand Patricia passe à l'attaque. Heureusement, Steve dispose d'une table qui peut aisément faire office de bouclier avec un peu d'imagination. S'ensuit une longue course-poursuite dans les rues italiennes où, après avoir vainement tenté d'échapper aux agresseurs, Steve finit par sortir ses couilles et les affronter. Allez mon champion, montre-leur qui c'est, Captain America! Vraiment? Il finit quand même par sortir son putain de bouclier, qu'il envoie dans la gueule du motard, ce qui les tire de ce mauvais pas. Après quoi, il subtilise la moto du méchant. Mais vous arrêtez un peu de faire de la merde? Eh ben apparemment non. Enfin, toujours est-il que ça leur permet d'échapper à Patricia et son escouade de méchants. Sharon retourne ensuite sur les lieux de la fusillade, où elle parvient à récupérer le sac à main de Patricia, dans lequel elle trouve ses papiers d'identité. T'es vachement enjoué pour une meuf qui vient juste d'échapper à la mort parce qu'elle est traquée par la bande de Turcs qui a exécuté sa mère 3 jours plus tôt. C'est limite flippant. On les a semés. Ouais, ben j'en suis pas si sûr. Je dirais même plutôt qu'on me suit. Es-tu paranoïaque, Captain America? Ah, mais j'ai compris! T'es complètement débile en fait. Dans leur voiture de location de luxe, Sharon partage avec lui ses dernières découvertes, comprenant notamment une photo actuelle de Crâne Rouge. Ouais, c'est bien lui. Non mais fais pas genre tu le reconnais, il avait pas du tout cette gueule quand tu l'as connu. Les deux loustiques prennent alors la route dans leur bolide, direction le repère de Crâne Rouge. Mais il s'avère qu'ils étaient observés. Ça valait vraiment pas le coup d'être parano, hein Sharon? S'ensuit alors la course-poursuite la plus intense de l'histoire de la vitesse. Tiens-toi bien. Ah ouais, accroche bien ta ceinture Sharon, parce que là Stevie va faire hurler le moteur et crisser les pneus. De quoi rendre jaloux Vin Diesel. Arrivé à destination, il constate que les méchants sont toujours dans le coin. Sharon décide donc de partir les appâter histoire que Steve ne les ait plus dans les pattes. Oh là là, mais qu'il est mou, c'est pas possible! Résultat, Sharon se fait bien évidemment vite cerner par les méchants qui l'emmènent dans le repère de Crâne Rouge. Du coup maintenant, Steve a 2 prisonniers à libérer. Et il serait temps de passer à l'action, parce que Crâne Rouge est sur le point de faire subir un méga lavage de cerveau au président Bobby. Je vous verrai dans 20 minutes. Heureusement, il en faut moins que ça à Steve pour arriver sur les lieux. Il reste 17 minutes de film, et ça y est, il sort enfin son putain de costume ridicule. Ah bah quand même! On dirait qu'il est en train de peser le pour et le contre. Je le mets ou je le mets pas? Il me donne l'air sacrément con quand même. Mais il finit par le mettre. Et de son côté, le président Bobby finit par défoncer la porte de sa cellule et procède à sa tentative d'évasion. Attention président Bobby, cache-toi vite, les méchants arrivent! Y a pas à dire, ce film regorge de produits camouflage. Non mais gars, tu vois bien que la cellule est aussi vide que ton cerveau. Non, le mec il est obligé d'aller vérifier si Bobby s'est pas caché quelque part dans les putains de 3 mètres carrés. Et comme il s'avère que non, l'alerte est donnée et les méchants ont vite fait de localiser Bobby. Cerné, sans possibilité de s'échapper, Bobby décide de jouer le tout pour le tout en privant Crâne Rouge de sa carte maîtresse. Eh bah, pour une fois qu'il est au bon endroit au bon moment, celui-là... Steve Rogers. Ah, mais je vous connais. Sans déconner, il a fallu qu'il te donne son nom pour que tu percutes? Steve et Bobby font donc équipe pour aller sauver Sharon en pétant quelques gueules au passage. Bobby passe ensuite un petit coup de fil à l'OTAN pour demander l'envoi de renfort sur place et il tombe sur son vieux copain le général. Ah, monsieur le président. Et donc, après avoir pété des gueules à tour de bras, c'est l'heure du face-à-face. Ils ont même sorti Sharon de sa cellule pour l'occasion. En ce jour, vous mourrez. Et alors qu'il s'apprête à affronter son destin, Bobby tente de sauver la situation, mais il échoue lamentablement. Enfin, toujours est-il que ça donne l'opportunité au Capitaine de créer une pseudo-diversion leur permettant de se débarrasser des gardes. S'ensuit alors le combat au corps à corps le plus mou du film, et c'est une sacrée prouesse. Du coup, Sharon s'enfuit, poursuivi par Patricia évidemment, et le face-à-face entre Crâne Rouge et Captain peut enfin démarrer.
Eh bah dis donc, t'as pas perdu la main. Enfin... Mais Captain finit heureusement par se sortir les poings du cul. De son côté par contre, le pauvre Bobby se fait laminer sa race par un homme de main du Crâne Rouge. Il parviendra cependant à se sortir de cette terrible situation grâce au bouclier salvateur. Le président des États-Unis n'est peut-être pas Captain America, mais il est le président des États-Unis. Et on dirait que c'est l'heure de voir la retourne tourner pour les méchants parce que Sharon met elle aussi son poing dans la gueule de Patricia et se découvre au passage une petite tendance psychopathe. Je préfère que ce soit plus lent. Ok, c'est pas du tout flippant Sharon. De son côté, Crâne Rouge s'enfuit et récupère un mystérieux détonateur qui l'arme sans hésitation. Parce que jusqu'au bout, il est bien décidé à foutre la merde. Comparé à certaines bombes, celle-ci peut sembler ridicule. Oui bon, t'as vu à qui tu causes. Ici on est plutôt du genre à l'embrasser le ridicule, hein. Mais c'est assez pour rendre tout le sud de l'Europe invivable pour au moins un siècle ou deux. En quoi elle est ridicule du coup ta bombe? Ne disposant plus que de quelques minutes pour sauver la situation, Captain America profite d'un moment d'inattention de Crâne Rouge pour passer à l'attaque et montrer que même dans les pires situations, les vrais héros peuvent toujours trouver une solution. Du coup, y aurait pas un vrai héros dans le coin? En plus, Patricia débarque de nulle part et lui tire une balle dans la jambe. Sale journée pour le Capitaine. Et là, il lui vient une idée lumineuse. Grâce à l'enregistreur portatif ultramoderne de Sharon, il réveille le traumatisme d'enfance de Crâne Rouge. Captain profite donc de ce moment de répit pour récupérer son bouclier, et alors que Crâne Rouge semble pris d'une soudaine envie de philosopher, Nous sommes deux tragédies. Steve lui fait vite comprendre qu'il a pas le temps pour ses conneries. Tiens, mon Amérique dans ta gueule! On remercie du fond du cœur le mannequin en mousse qui a effectué la cascade. Et comme Patricia elle continue de faire chier, et bah elle aussi elle se prend un bouclier en pleine gueule, et boum! Et maintenant que le Capitaine a accompli sa mission tant bien que mal et que tout danger est écarté, la cavalerie débarque. Parfait les gars, pile à l'heure! Et du coup voilà, les gentils ont gagné, le méchant est mort, et tout est bien qui finit bien. Bah pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? C'est parce que j'ai été un peu méchant avec ton costume, c'est ça? Ok. J'ai peut-être été un peu trop loin. Non. En plus, c'est dommage, ils auraient pu trouver vachement mieux comme plan fixe pour finir le film. Ah là là, que c'est mauvais tout ça. C'est kitsch comme pas permis, c'est aussi intense qu'une partie de golf, et c'est tout simplement très con, hein, on va pas chercher midi à 14h. Non mais ce costume, bordel. Après, il faut reconnaître qu'il partait pas forcément avec le super-héros le plus simple à adapter. Aujourd'hui, on est habitué au personnage, qui est bien ancré dans la culture pop, mais n'empêche que Captain America, bah c'est un délire, hein, et c'est donc un sacré pari de donner vie à un tel personnage sans tomber dans la caricature pure et dure. Un pari échoué donc. Et n'oublions pas les déboires qu'a connu la prod quand le film s'est retrouvé amputé de la majeure partie de son budget. C'est donc avec seulement 3 millions de dollars que le film a été produit, et autant dire que ça se ressent. Une vraie pépite, la mort de Crâne Rouge. Bref, le film partait avec pas mal de désavantages, ce qui explique donc ce vautrage en règle. Plus qu'à voir si Brave New World fera mieux le mois prochain. C'est même pas dit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et moi je vous dis à bientôt, salut!